Bonsoir à tous, je pense que on est à peu près arrivé. Alors, bienvenue à cette soirée Epiphi sur l'EEG avec vidéo longue durée de 70 heures, de surveillance rapprochée pour un diagnostic affiné. Donc, je suis Guillaume Badiou, je suis directeur des opérations chez BioSerenity, médecin urgentiste de formation, donc absolument pas de neurologue. C'est pas moi qui vais m'exprimer le plus ce soir. Je suis accompagné de Nelly Durand et de Geoffroy Veilleux. Je vous laisse vous présenter. Donc, Nelly Durand, je suis directrice expérience patient et partenaire. Bonsoir, moi je suis Geoffroy Veilleux, je suis neurologue, neurophysiologiste, donc je travaille en partie à la Pitié dans le service de neurophysiologie et aussi avec BioSerenity pour l'interprétation d'EEG. Donc ce soir, je vais vous faire une présentation rapide de l'EEG avec vidéo longue durée par BioSerenity. Ensuite, Geoffroy va nous faire un état des lieux de l'état de l'art, en fait, de la VLD, en revenant sur les objectifs de la VLD longue durée, les avantages, les limites, des retours d'expérience clinique, et ils sont nombreux, et puis des cas concrets qui vont illustrer la valeur ajoutée de ce nouveau parcours présenté par BioSerenity. Et puis, on va écouter Nelly Durand qui va aborder le sujet de l'accompagnement médico-administratif, qui est un élément clé pour ce type d'examen. Et puis, à la fin, on abordera une session de questions-réponses où on essaiera de répondre à un maximum de vos questions pour une fin de ces webinars prévus pour 20 heures. L'EEG avec VLD longue durée, c'est transposer l'enregistrement EEG prolongé directement sur le lieu de vie du patient. Donc, je vais vous faire une rapide présentation de BioSerenity. BioSerenity, c'est une entreprise fondée en 2014 qui est avec une vocation technologique pure initialement. Premier prototype qui a gagné 11 awards en 2015, puis un marquage CE avec un dispositif, un casque EEG absolument innovant en 2016, avec un rythme de croisière à la PHP de 4000 EEG par an en 2018. En 2021 est sorti l'IceCap, qui est probablement connu de la plupart d'entre vous, avec un rythme à cette époque-là de 21 000 EEG par an, puis le Neuronote Plus en 2022, et ensuite une levée de fonds en 2023 qui a permis à BioSerenity de se hisser au premier rang mondial en travaillant sur un large brain model et l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc un parcours vraiment technologique initialement et qui s'est étoffé d'une innovation aussi de parcours pour les patients et sur le plan médical. C'est ce qu'on va vous présenter ce soir avec l'EEG en VLD. De ce que je sais en tant qu'urgentiste, alors l'EEG, pourquoi proposer un EEG avec vidéo longue durée à domicile? L'objectif, capter l'invisible au bon moment. J'ai retenu 2 études. La première, une étude de Smith parue en 2020 qui a pour conclusion qu'un tiers des EEG standards ne détectent pas d'anomalie, ce qui me semble absolument énorme. Et une deuxième étude de 2014 de Fisher, pour laquelle 30 à 50% des suspicions d'épilepsie sont mal diagnostiquées initialement. Là aussi, on a un vrai problème de diagnostic. L'avantage du domicile, c'est un enregistrement sur plusieurs jours en contexte écologique, avec moins d'anxiété pour le patient, moins d'artefacts, une meilleure observance, et puis surtout, j'ai envie de dire, la captation vidéo synchrone qui permet non seulement d'avoir l'EEG, mais aussi une analyse comportementale indispensable. Pour le neurologue libéral, c'est un gain de temps diagnostique, une solution sécurisée et facilement prescriptible, et puis une prise en charge facilitée qui ne va pas désorganiser le cabinet puisque tout va être réalisé en externe par nos équipes. Pourquoi BioSerenity est votre partenaire légitime? Chez BioSerenity, on a développé une expertise neurologique qui est au cœur du dispositif, avec une analyse par des neurologues qui font partie d'un groupe d'experts, une coordination médicale par des professionnels formés, et puis un retour d'interprétation, un compte-rendu structuré et qualitatif. Le cadre technique est éprouvé, des dispositifs certifiés. Je vous ai montré tout à l'heure l'expertise de BioSerenity sur le plan technologique.
des dispositifs qui vont être posés à domicile par nos équipes, avec par exemple un questionnaire d'éligibilité de terrain avec une échelle de faisabilité pour essayer d'augmenter le taux de réussite qui dépasse les 94% des enregistrements réalisés sans reprise. Notre promesse, c'est de mettre à votre disposition un outil qui va permettre d'accompagner la pratique, mais sans la remplacer évidemment, un parcours le plus fluide possible, 100% compatible avec la médecine libérale, et puis un interlocuteur unique qui est réactif et aussi disponible. Donc je prends la suite de la présentation et donc revoir avec vous les objectifs, les avantages, les inconvénients de l'enregistrement EEG longue durée, et puis illustrer ça avec quelques exemples d'examens que j'ai interprétés au cours des derniers mois. Et je vais commencer par un petit quiz. Donc, éventuellement, ceux qui ont la réponse peuvent soit l'écrire dans le chat, soit activer leur micro. À votre avis, je vous donne 15 secondes de réflexion. Quel est le point commun entre des vagues, une explosion nucléaire et un ECG? Si quelqu'un est inspiré, il peut activer son micro et donner la réponse. Et respect à la personne qui a la bonne réponse. Je vous donne la réponse, c'est un petit peu moins électrophysiologique comme réponse. En fait, le point commun entre tout ça, c'est cet homme-là, Norman Holter, qui est donc un physicien et un chimiste américain qui, en fait, au début des années 40, a travaillé dans l'US Navy où il étudiait la dynamique des vagues océaniques pour anticiper les opérations amphibies de l'armée américaine sur les côtes européennes. Et un peu après, dans les années 40, il a travaillé à la Commission de l'énergie atomique des États-Unis, où il a participé aux essais de la bombe nucléaire dans les atolls du Pacifique, et notamment, là, c'est une photo de l'atoll Bikini. Et puis, juste après la Seconde Guerre mondiale, en 1947, il a fondé la Holter Research Foundation, où notamment, il a inventé le moniteur Holter, que évidemment, vous connaissez tous, qui était un dispositif portatif d'enregistrement électrocardiographique. Donc là, vous avez sur la photo donc c'est lui qui est en train de pédaler sur son vélo avec un sac de 40 kg, qui est donc le premier Holter ECG, donc le premier dispositif d'enregistrement à distance en ambulatoire d'un signal électrophysiologique, en l'occurrence de l'ECG. Donc évidemment, toute cette technologie s'est ensuite améliorée et miniaturisée. Et dans les années 50-60, les neurologues ont aussi pris le pas pour faire du Holter EEG, donc de l'enregistrement EEG, longue durée et à distance des sites médicaux. Donc c'est le type d'enregistrement sur lequel on va revenir pendant la demi-heure à venir, en vous rappelant que pour l'EEG, évidemment, il y a plein de spécificités techniques et d'acquisition avec un nombre d'électrodes qui peut varier. Un EEG standard, c'est 19 à 21 électrodes actives. On peut en utiliser moins, en utiliser plus en fonction de certains contextes cliniques. Des durées d'enregistrement qui peuvent être variables. En EEG standard, c'est 20 minutes, mais on peut être amené à enregistrer beaucoup plus longtemps, une fois de plus, en fonction du contexte clinique. Différentes méthodes de sensibilisation qui existent pour augmenter nos chances d'enregistrer des anomalies EEG cliniques. Ça peut être fait sur différents types de patients, hospitalisés ou en ambulatoire, dans des lieux d'enregistrement différents, au lit, à l'hôpital, ou alors au laboratoire de neurophysiologie, ou alors en externe. Et puis, le signal EEG peut être associé à l'enregistrement de la vidéo et d'autres signaux électrophysiologiques comme le CG et l'EMG. Et donc, d'enregistrement EEG vidéo longue durée, donc on va utiliser un montage d'EEG standard, donc avec une vingtaine d'électrodes actives, un enregistrement sur plusieurs jours, débuter le tracé avec des méthodes de sensibilisation comme un EEG standard, et puis ensuite renvoyer les patients au domicile et poursuivre un enregistrement ambulatoire en externe, en association avec de la vidéo, une électrode ECG et en fonction du contexte clinique, éventuellement rajouter des électrodes d'EMG. Alors, on va voir en premier quels sont les objectifs de l'EEG vidéo longue durée en ambulatoire. Le premier objectif, c'est d'enregistrer des figures intercritiques. Évidemment, comme sur un EEG standard, on décrire toutes les caractéristiques. Il y a pas mal de papiers dans la littérature qui montrent que finalement, on loupe pas mal de patients et on n'arrive pas à enregistrer des figures intercritiques avec de l'EEG standard. Je vous ai mis quelques chiffres, mais globalement, il y a moins d'un EEG sur 2 chez les enfants ou les adultes après une première crise qui permet d'enregistrer des figures intercritiques. Pourquoi? On retient 3 raisons principales. Un EEG standard, c'est que 20 minutes, donc on enregistre 20 minutes d'une vie. Donc si les neurones épileptiques n'ont pas envie de parler à ce moment-là, on n'enregistrera pas de figure intercritique.
Cet EEG standard est franchement très rarement fait dans les 24 heures qui suivent la crise. Or, on sait que c'est la période où on a le plus de chances d'enregistrer des anomalies intercritiques. Et puis, on enregistre très rarement du sommeil. Sur un EEG standard, on sait que le sommeil, notamment le sommeil lent, active les réseaux épileptiques et donc favorise la survenue, l'enregistrement de figures intercritiques. Premier moyen pour essayer de pallier ce défaut de sensibilité d'un EEG standard, ce serait de répéter des EEG standards. Donc pareil, ça, il y a pas mal de papiers qui montrent qu'on augmente la sensibilité de l'examen en multipliant les EEG standards, mais on dépasse rarement 50% ou 2/3 des patients chez qui on enregistre des figures intercritiques. C'est notamment valable chez les jeunes ou chez les patients qui ont des épilepsies généralisées idiopathiques. Deuxième objectif de l'EEG vidéo longue durée, c'est d'enregistrer des événements cliniques et donc d'établir les corrélations entre ces manifestations cliniques paroxystiques neurologiques qu'on va enregistrer et ce qui se passe sur l'EEG. C'est d'autant plus important parce qu'il y a des patients qui sont épileptiques et chez lesquels on n'enregistre pas de figure intercritique sur des EEG standards. Des patients qui, par définition, n'ont pas de figure intercritique parce qu'ils présentent des crises non épileptiques psychogènes ou des crises fonctionnelles dissociatives, comme le voudrait la nouvelle nomenclature. Il y a des patients qui ont des crises d'épilepsie et des crises non épileptiques. Et puis, il y a des patients qui ont uniquement des manifestations nocturnes. Donc, ce sera difficile, voire impossible, de les enregistrer sur un EEG standard. Le message de ce papier, vous ne voyez peut-être pas forcément, mais croyez-moi sur parole, était de dire, c'est un papier dans Neurology d'il y a 1 an ou 2, une centaine de patients avec de l'EEG de longue durée. Le message était de dire, sur ces événements cliniques, plus il y en a dans la vie de tous les jours, et évidemment, plus on a de chances d'en enregistrer sur un EEG vidéo longue durée. Et enfin, troisième objectif de l'EEG VLD en ambulatoire, c'est évidemment apporter une aide au diagnostic chez les patients épileptiques pour faire le diagnostic positif d'épilepsie. Et puis après, on rentre en plus dans le détail, faire le diagnostic topographique, syndromique, éventuellement quantitatif, à la prise en charge initiale ou lors du suivi du patient épileptique. Et puis ça aide pour le diagnostic des autres manifestations non épileptiques qu'on peut enregistrer, d'origine psychogène, tout ce qui se passe dans le sommeil et le monde des parasomnies, on y reviendra un peu après. De façon très rare, enregistrer des troubles du rythme cardiaque qui peuvent expliquer des malaises pour lesquels les patients sont référés en EEG vidéo longue durée. Alors, quels sont les avantages de l'EEG vidéo, notamment par rapport à l'EEG standard? On l'a un petit peu abordé juste avant. Le principal avantage, c'est d'augmenter la sensibilité de l'examen. Comme je vous disais, il y a pas mal de papiers maintenant qui montrent que plus on enregistre longtemps, plus on a de chances d'enregistrer des figures intercritiques et des événements cliniques. Il y a une relation directe entre la sensibilité de l'examen et sa durée et le fait d'enregistrer du sommeil, notamment les transitions entre différents stades de vigilance et l'enregistrement de sommeil lent, et puis pour tous les patients qui ont des épilepsies nocturnes. Je vous donne un exemple d'un papier paru à nouveau dans Neurology, une centaine de patients qui avaient présenté une première crise non provoquée, et la stratégie diagnostic chez ces patients était de faire un premier EEG standard, puis un deuxième EEG standard, et ensuite de faire un EEG vidéo longue durée en ambulatoire. Et donc, quand on regarde la sensibilité de cette stratégie de diagnostic, sur le premier EEG standard qui était fait, on enregistrait des figures intercritiques que chez 11% des patients. Quand après, ils avaient un deuxième EEG standard, on montait la sensibilité à 22%. Et puis après, quand il y avait un enregistrement EEG en ambulatoire, on augmentait la sensibilité à 72%. Comme je vous disais, il y a un lien direct entre la durée de l'examen, entre la sensibilité de l'examen, et sa durée. Alors ça, pareil, il y a plein de papiers qui montrent des courbes qui se ressemblent beaucoup et dont le message est le même. Je vous ai mis juste 2-3 exemples. Ce papier, il y a un peu plus de 10 ans, 180 patients épileptiques qui sont enregistrés pendant 96 heures. Et vous voyez la latence d'apparition de la première figure intercritique avec des courbes qui ont toujours un petit peu cette morphologie-là. Où plus l'examen est long et plus on augmente le pourcentage cumulé de patients pour lesquels on a enregistré une figure intercritique. Cette latence d'enregistrement de la première figure intercritique, elle est un petit peu plus allongée pour les épilepsies focales que pour les épilepsies généralisées. Si on regarde la latence du premier événement clinique, c'est un autre papier, mais c'est la même équipe. Un peu plus de 300 patients enregistrés pareil avec de l'EEG vidéo longue durée. 96 heures, et vous voyez, c'est toujours à peu près la même morphologie de courbe, où le message est toujours le même, qui est de dire plus on enregistre longtemps, plus on augmente les chances d'enregistrer et des figures intercritiques sur l'EEG et des événements cliniques.
Deuxième avantage, à mon sens, de l'EEG vidéo longue durée en ambulatoire, c'est d'améliorer le confort et l'accessibilité de l'examen. Donc, d'une part, pour les patients, parce que c'est fait sur leur lieu de vie habituel, il y a moins de restrictions de mobilité, l'organisation est globalement plus simple qu'à l'hôpital. Ils peuvent continuer à travailler, notamment maintenant avec l'essor du télétravail, ils peuvent rester chez eux avec le matériel d'enregistrement sur la tête et ils peuvent continuer à bosser. Des délais d'attente qui sont plus faibles qu'à l'hôpital. Et puis, c'est un examen qui peut être plus facilement accessible pour les patients qui sont éloignés des compétences hospitalières neurophysiologiques quand certains patients habitent à des dizaines de kilomètres ou centaines de kilomètres du CHU où il y a un service de neurophysiologie. En l'occurrence, avec Serenity, il y a des techniciens qui peuvent se déplacer à domicile pour aller enregistrer les malades directement chez eux. Et enfin, le fait d'enregistrer à domicile peut paraître aussi être une solution plus adaptée pour les patients dont les hospitalisations peuvent être compliquées, notamment les sujets âgés ou les patients porteurs de handicap physique ou mental. À titre d'exemple, un petit papier dont le message est assez intéressant. Une centaine de patients qui avaient eu un enregistrement vidéo longue durée. 40 d'entre eux, c'était en ambulatoire et 60 d'entre eux, c'était en milieu intra-hospitalier. Et à la fin de l'examen, on leur demandait est-ce que vous avez aimé, entre guillemets, la solution qui vous a été proposée ou est-ce que vous auriez préféré l'autre solution? En l'occurrence, est-ce que les patients qui ont été enregistrés à domicile sont satisfaits d'avoir été enregistrés à domicile ou auraient préféré aller à l'hôpital? Et inversement pour les patients hospitalisés. Et donc, on se rend compte que pour les patients qui avaient été enregistrés à domicile, 80% d'entre eux disaient oui, ça m'allait très bien d'être enregistré à domicile et que 5% d'entre eux ont répondu en disant j'aurais préféré aller à l'hôpital. Les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes chez les patients qui avaient été enregistrés à l'hôpital, puisque un peu moins de la moitié d'entre eux ont répondu au questionnaire. Un peu plus d'un tiers ont répondu en disant qu'ils avaient bien aimé être à l'hôpital, mais quasiment la moitié avaient dit qu'ils auraient préféré être à la maison. Donc c'est un examen qui, en milieu ambulatoire, à domicile, paraît mieux accepté qu'en milieu hospitalier. Améliorer le confort et l'accessibilité aussi pour les médecins. Donc pour nous, les interprétateurs, parce qu'on a en tout cas avec Serenity, on a une télétransmission en temps réel des examens, ce qui permet d'avoir une interprétation rapide. C'est très simple pour nous, il suffit d'avoir un ordinateur, une connexion Internet, et puis comme ça, on peut aller sur la plateforme d'interprétation. Et enfin, les données EEG et vidéo sont conservées pour de la relecture, comparer des tracés, éventuellement s'il y a différents tracés enregistrés à différents moments, ou à visée de recherche. Et puis pour vous, les prescripteurs, avec des délais de rendez-vous qui sont, à mon sens, assez rapides, notamment par rapport à ce qui peut parfois être proposé dans le milieu hospitalier, et des comptes rendus qui sont également envoyés rapidement. Et puis enfin, ce sont des examens qui sont interprétés par une communauté d'experts en EEG, aussi bien neuro-adultes et neuropédiatriques, qui avaient été initialement sélectionnés par Hervé Vespignani. Et enfin, troisième avantage, à mon sens, de l'enregistrement en ambulatoire, la diminution des coûts, notamment parce qu'on réduit du coup les hospitalisations, avec une baisse des coûts de prise en charge hospitalière, moins de coûts de transport, des gens qui peuvent continuer à travailler, qui ne sont pas forcément en arrêt de travail pendant 2, 3, 4 jours, le temps de l'enregistrement. Et ça permet de mieux orienter les ressources hospitalières, et on en reparlera juste après, notamment pour les bilans préchirurgicaux. Et enfin, pour les patients non épileptiques, ça permet aussi de poser des diagnostics un peu plus rapides et d'améliorer leur prise en charge plutôt qu'ils attendent des mois avant d'avoir un enregistrement. Pour être tout à fait complet, évidemment, il y a des inconvénients des enregistrements EEG vidéo longue durée en ambulatoire. Comme tout système embarqué, évidemment, c'est un examen qui est soumis à l'apparition d'artefacts liés au mouvement du patient, à l'environnement, ce qui se passe autour de lui, aux électrodes, au matériel d'enregistrement. Ce qui est en tout cas proposé avec Serenity, c'est une surveillance technique quotidienne, voire parfois pluriquotidienne, avec une aide au domicile, mais ça, Nelly en reparlera juste après. Autre inconvénient, c'est qu'évidemment, les gens vivent leur vie pendant plusieurs jours, donc parfois ils sont hors du champ de la caméra. Donc, manque de peau s'il se passe quelque chose alors que la caméra est dans la chambre et que le patient fait quelque chose dans le salon. Mais il y avait un projet, je crois, chez Serenity de nouvelles caméras un peu grand angle avec suivi intelligent du patient. Donc peut-être c'est des nouvelles technologies qui permettront d'améliorer ce point-là.
Évidemment, les gens sont chez eux, donc il n'y a pas de surveillance clinique permanente, donc on ne peut pas se permettre de faire du sevrage en médicaments antiépileptiques, et on n'a pas d'évaluation clinique précise du patient pendant et après l'événement clinique, d'où l'importance évidemment de la vidéo et du son qui sont associés à ces enregistrements EEG à domicile, et du journal de bord qui est remis aux patients. On leur demande de noter précisément les jours, les horaires et les symptômes qu'ils ont ressentis. Et enfin, dernier inconvénient, de temps en temps, il peut y avoir des patients qui ont des réactions cutanées au matériel d'enregistrement. Un petit point, il y a un consensus assez large dans la littérature pour dire que l'EEG en longue durée en ambulatoire, évidemment, ne s'adresse pas aux patients qui sont pris en charge dans le cadre d'un bilan préchirurgical d'une épilepsie pharmacorésistante, parce que ce sont des patients chez lesquels on fait du sevrage rapide en médicaments épileptiques pour justement déclencher des crises d'épilepsie. Ce sont des patients chez lesquels on a besoin d'avoir une évaluation clinique précise pendant et après les crises, chez lesquels bien souvent on met des électrodes EEG supplémentaires, ou des patients chez lesquels on peut faire de l'imagerie fonctionnelle, notamment du spectre ictal. Tout ça, évidemment, qu'on ne peut pas faire à domicile. Donc ces patients-là, en tout cas, doivent être référés dans les centres hospitaliers, dans les unités spécialisées d'épilepto et de neurophysiologie pour avoir du monitoring EEG vidéo continu en milieu hospitalier. Quelles sont les indications des EEG vidéo longue durée en ambulatoire? Donc historiquement, avec BioSerenity, 6 indications avaient été retenues. Toutes les manifestations cliniques dont la nature épileptique est soit certaine, soit possible, soit probable, mais sans confirmation avec un EEG standard de 20 minutes. Soit le patient épileptique connu, mais des réserves sont émises sur l'équilibre de son épilepsie. Soit la suspicion de manifestations fonctionnelles associées ou non à une épilepsie. Le diagnostic ou le suivi de l'épilepsie chez le sujet âgé, notamment chez les patients qui ont des déclins cognitifs rapides ou des épisodes confusionnels répétés, c'est des choses qu'on peut voir souvent en consultation. L'épilepsie chez les personnes porteuses de handicap mental ou physique, comme on le disait quelques diapos avant, ça peut être plus facile d'enregistrer au domicile que de déplacer et d'hospitaliser ces patients-là. Et enfin, tout le monde de la nuit, des parasomnies et de tout ce qui se passe pendant le sommeil. Donc ça, c'est les 6 indications historiques. On peut un petit peu les remanier. Le message est globalement le même en se disant qu'il y aura 2 cadres principaux. Le premier cadre, on va commencer par celui du bas, c'est globalement le patient qui est épileptique connu. Il a des manifestations dont la nature épileptique est certaine, diagnostiquée, mais soit on a un doute sur l'équilibre de l'épilepsie, du fait de certains signes cliniques rapportés par l'entourage ou dépistés par le médecin en consultation, soit parce qu'il y a des troubles cognitifs qu'on ne s'explique pas trop, soit parce que sur un EEG standard, on a des doutes, ou alors ça peut aider chez le patient épileptique ça peut aider pour le diagnostic syndromique, pour affiner un peu l'adaptation thérapeutique ou éventuellement pour pousser un peu rapidement sur un bilan préchirurgical en milieu hospitalier. Et puis, cadre d'au-dessus, il pourrait y avoir ce deuxième grand cadre d'indication quand les manifestations cliniques ne sont pas encore de façon certaine certifiées comme étant épileptiques. Et là, enregistrer de ces patients-là permettrait d'enregistrer soit des crises épileptiques ou des figures intercritiques, soit des manifestations non épileptiques, soit aider au diagnostic chez les sujets âgés, chez les patients handicapés, ou enregistrer les manifestations pendant le sommeil. Et on va aborder quelques exemples récents de patients dont j'ai interprété les examens au cours des dernières semaines ou des derniers mois. Alors donc là, par exemple, dans le contexte, exploration de manifestations paroxystiques avec un EEG standard normal. Donc là, sur la prescription d'examen, donc faire un enregistrement longue durée, bilan d'absence avec des stéréotypies buccales quasi quotidiennes, un EEG standard qui était normal. Donc c'est vraiment une indication phare de faire un enregistrement longue durée. Tous les exemples que je vais vous montrer sont en montage bipolaire longitudinal. Et donc, en l'occurrence, chez ce patient, l'enregistrement de veille est normal et on a la réponse dans le sommeil où on enregistre, ici, vous voyez, des figures intercritiques temporales antérieures gauche qui collent assez bien avec les manifestations cliniques. Et ça, donc, sur un EEG standard, ça n'avait pas été enregistré parce qu'il n'y avait pas eu de sommeil. Donc, ça permet d'avancer dans le diagnostic et de poser le diagnostic d'épilepsie temporomésiale gauche. Et évidemment, ça pousse à continuer le bilan et notamment à s'interroger sur les résultats neuroradiologiques chez ce patient. Même cadre diagnostique, exploration de manifestations paroxystiques avec un EEG standard normal.
Donc là, un patient qui, depuis 2017, a des phénomènes sensitivo-moteurs hémicorporels gauche, parfois avec une généralisation. Il a déjà eu du Keppra qui n'a pas marché, les Sumvimpat, mais il a eu un EEG standard qui est normal, une IRM cérébrale normale. Et donc, pendant la veille, aucune anomalie intercritique. Et là, c'est à nouveau le sommeil qui donne la réponse, avec l'enregistrement ici de pointes sporadiques frontale droite qui colle plutôt bien avec les manifestations cliniques qui étaient sensitivo-moteur et hémicorporel gauche. Et puis, donc, finalement, chez ce patient, avait été en fait enregistré, je ne vous avais pas tout dit, au début de l'EEG, pendant la SLI, un épisode électroclinique où vous voyez une décharge monomorphe rythmique θ initialement qui, quand on lit un peu entre les artefacts, semble à point de départ antérieur droit, fronto-central droit. Le visage est flouté, mais le patient a les yeux ouverts, l'air complètement hagard. Et donc, vous voyez sur le G l'organisation spatio-temporelle de cette décharge monomorphe rythmique. Donc, ça avait permis d'enregistrer et des figures intercritiques et un événement électroclinique, donc une crise à point de départ focale, fronto-central droit et médian. Et donc, ça permettait de poser le diagnostic de façon certaine d'épilepsie frontale droite. Et donc, je m'étais permis dans le compte-rendu d'évoquer d'aller rejeter un coup d'œil à l'IRM, puisqu'il y avait une IRM cérébrale qui avait été dans le courrier d'adressage énoncé comme normale. Mais bon, il s'agit peut-être d'aller revoir quelles séquences d'IRM ont été faites, etc., pour être sûr qu'on ne loupe rien en région dans le cortex frontal droit. Toujours le même cadre diagnostique, exploration de manifestations paroxystiques avec un EEG standard normal. Donc là, bilan d'une crise convulsive au réveil, et on découvre un cavernome de la capsule interne droite. Je vous ai mis la petite conclusion de l'IRM. Et puis, cette personne avait déjà eu un EEG standard qui, une fois de plus, à nouveau était normal. L'enregistrement de veille pendant les 3 jours d'enregistrement était normal, pas de figure intercritique, pas de crise. Et par contre, pendant le sommeil, on retrouvait 2 types de figures paroxystiques. D'une part, des petites bouffées de rythme rapide, très focaux, temporaux antérieur droit, et puis des figures intercritiques, des pointons, pareil, temporaux antérieur et moyen droit. Donc, ça permet une fois de plus de poser le diagnostic d'épilepsie temporale droite, et puis à nouveau peut-être aller revoir précisément le cortex temporal droit. Toujours le même contexte diagnostique, exploration de manifestation paroxystique, donc un patient qui a des épisodes de vertige rotatoire avec une confusion, une sensation de peur, voire une absence. Et sur l'IRM, de plein de micro-saignements et notamment un saignement un peu plus important que les autres en région temporale droite. Je n'avais pas de notion de G standard sur la prescription d'examen, mais j'imagine qu'il était normal. Et donc l'enregistrement longue durée chez ce patient, retrouvé pendant la veille, pas d'anomalie, notamment pas de figure intercritique. Pendant le sommeil, pas de figure intercritique, mais plusieurs événements pendant les 3 nuits de sommeil qui ont été enregistrés, des événements sur le EEG extrêmement stéréotypés, où vous voyez une décharge ici, monomorphe, rythmique, ici, d'ondes lentes θ, initialement delta, qui vont se ralentir un petit peu, qui vont augmenter en amplitude, qui vont diffuser sur le lobe temporal droit, passer un petit peu en supracilien droit. Et vous voyez sur la vidéo aucune manifestation clinique chez ce patient. Et donc, j'avance un petit peu la vidéo. Il fait plusieurs événements pendant la nuit, de façon, une fois de plus, à nouveau, des événements extrêmement stéréotypés qui permettent donc de porter le diagnostic d'épilepsie temporale droite, probablement lésionnelle, sur l'hématome temporal droit qui était rapporté sur le compte-rendu d'IRM cérébral. Alors, autre contexte d'indication, le suivi d'une épilepsie connue. Donc là, par exemple, un patient qui a une épilepsie temporale, a priori, donc avec des automatismes verbaux, gestuels, il a du Keppra, Tegretol, du Lamictal. Et donc, le prescripteur souhaite savoir s'il y a des figures intercritiques. Donc, l'enregistrement de veille, il ne retrouve pas de figures intercritiques et on n'enregistre pas de crise. Et pendant le sommeil, on a enregistré quelques pointes ou pointons sporadiques, temporales antérieure gauche et pas de crise. Donc, on appuie le diagnostic d'épilepsie temporomédiale gauche. J'avais soulevé le point, comme je ne l'avais pas dans la prescription d'examen, des résultats de l'imagerie pour être sûr qu'une fois de plus, on ne passe pas à côté d'une lésion temporale gauche.
toujours le suivi d'un patient épileptique connu. Donc là, un patient qui a une épilepsie temporale gauche, il avait eu un EEG longue durée de 24 heures au mois de janvier qui avait enregistré 4 crises. Donc à la suite de modifications thérapeutiques, le médecin prescripteur souhaitait avoir une réévaluation de la quantité de crises. Chez ce patient, pendant l'enregistrement de veille, aucune anomalie, pas de figure intercritique, pas de crise. Le sommeil est normal, pas de figure intercritique, pas de crise. Donc ça permet de répondre au médecin prescripteur. En tout cas, sur les 3 jours d'enregistrement, on n'a rien enregistré de pathologique, donc on est a priori sur une épilepsie qui est bien équilibrée. Toujours pareil, suivi d'une épilepsie connue, mais là pour aider au diagnostic syndromique, donc un patient qui a un autisme connu, un West, et puis l'évolution au fur et à mesure des années évoque plutôt le passage vers un centre de Lennox-Gastaut avec des chutes, et donc la médecin prescriptrice souhaitait un enregistrement longue durée pour essayer d'avancer sur le diagnostic syndromique. Donc sur l'instrument de veille, on voit, on ne retrouve pas les rythmes physiologiques habituels de l'adulte, une activité de fond qui est globalement ralentie, mal organisée. Et pendant le sommeil, beaucoup de figures paroxystiques, très polymorphes, des pointes lentes, des pointes ondes, des polypointes, des polypointes de topographie généralisée ou multifocale. Et puis des bouffées de rythme assez rapides généralisées. Et donc c'est un ensemble d'arguments qui, en plus des manifestations cliniques qui avaient été rapportées, sont en faveur d'une ce qu'on appelle une lénoxydation chez ce patient. Alors, autre cadre diagnostic, diagnostic différentiel entre manifestations épileptiques et non épileptiques. Chez ce patient-là, 4 épisodes de malaise avec perte de connaissance. La sémiologie ne permet pas de trancher entre épilepsie ou autre chose. Une IRM cérébrale normale, un EEG standard normal. Et donc, chez ce patient, on enregistre au bout d'un certain nombre d'heures de veille des bouffées de pointes ondes généralisées à 3 Hz, anomalie intercritique qu'on retrouve également pendant le sommeil. Et donc, ça permet de signer le diagnostic d'épilepsie généralisée idiopathique chez un médecin prescripteur qui avait un doute au vu des manifestations cliniques. Autre exemple, donc là, une personne qui a commencé à avoir des manifestations dans l'enfance, du mal à respirer, pas franchement de perte de connaissance, ça aurait été étiqueté épilepsie, mais visiblement on n'était pas bien sûr. Il y a eu du trileptal, de l'alamotrigine, tout ça s'est passé au Cameroun. Le trileptal a été arrêté, la personne a eu de l'urbanil, une IRM cérébrale normale. Et donc là, elle fait toujours des épisodes, surtout la nuit. Et donc le médecin prescripteur dit en conclusion, c'est très atypique pour une épilepsie, il faut qu'on arrive à essayer d'enregistrer des événements. Et donc chez cette patiente-là, pendant la veille, aucune anomalie, notamment pas de figure intercritique. Pendant le sommeil, à nouveau, pas de figure intercritique. Et puis, pendant la veille, différents épisodes cliniques sont enregistrés. Je vous montre un exemple ici. Donc, vous voyez la patiente qui est au téléphone, assise dans son lit. Vous avez l'EEG qui défile en même temps. Et vous voyez qu'elle commence à avoir une posture tonique des 2 membres supérieurs. Elle étend ensuite ses 2 jambes, elle chute sur la droite. Elle va avoir ensuite des petits mouvements un peu anarchiques, en tout cas non rythmiques, non franchement cloniques des membres inférieurs. Toujours une posture un peu hypertonique en flexion des 2 membres supérieurs. Vous avez toujours le EEG qui défile. Et puis au bout de 30 secondes après le début de l'événement, elle se met comme une position un peu fétale. Hop, elle remet la couette sur elle. Et puis elle se relève et elle retourne dans son téléphone. Et donc vous voyez sur l'EEG concomitant, il n'y avait aucune anomalie épileptique, notamment aucune décharge épileptique, même si la présentation clinique est franchement assez trompeuse. Et en fait, pendant les 72 heures d'examen, cette patiente fait plein d'épisodes moteurs, pas du tout stéréotypés, c'est très différent à chaque fois. Parfois, elle chute sur son lit, elle fait plein de mouvements asynchrones, arythmiques, et il n'y a aucune anomalie sur le EEG pendant ces épisodes. Donc, c'est plutôt en faveur de manifestations non épileptiques.
toujours le même cadre d'indication, diagnostic différentiel entre une manifestation épileptique et non épileptique. Donc, une patiente qui a des épisodes de paralysie sans perte de connaissance, avec parfois du mal à respirer. Pendant la veille, aucune anomalie intercritique. Pendant le sommeil, aucune anomalie intercritique. Et on enregistre cet événement clinique-là, par exemple. Vous voyez, la patiente est assise sur son fauteuil. Peut-être qu'elle ressent quelque chose parce qu'elle appuie sur le bouton pour signaler qu'elle a des symptômes. Et hop, elle a la tête qui chute. Vous avez l'EEG concomitant qui ne retrouve aucune anomalie. On a une activité de veille parfaitement normale. Et donc ça va durer 4 minutes. Et donc 4 minutes plus tard, hop, elle bouge un petit peu le bras, elle va relever la tête. Et voilà. Et donc elle reste 30 secondes sur son fauteuil, et puis après elle se lève, et puis elle va faire différentes activités. Donc il a fait plusieurs épisodes comme ça, identiques au cours de la journée, avec juste une chute de la tête qui dure plusieurs minutes, avec un EEG concomitant qui est strictement normal. Donc en tout cas, on peut évoquer des manifestations qui ne sont pas d'origine épileptique. Alors maintenant, on rentre un peu dans le monde de la nuit. Et donc là, par exemple, un patient qui est envoyé pour suspicion d'épilepsie motrice du sommeil, donc avec des événements moteurs nocturnes, avec un balancement du tronc et du chef sur l'ensemble de la nuit. Et puis, nous sont décrits des décharges d'ondes lentes généralisées pendant les événements. Alors, sur cet enregistrement longue durée, donc pendant la veille, pas de figure intercritique. Pendant le sommeil, pas de figure intercritique. Et puis, on enregistre évidemment ces fameux épisodes de balancement du tronc et du chef avec les décharges généralisées d'ondes lentes. Donc, vous voyez, là, il est 22 heures, la patiente est allée se coucher. Elle est un petit peu à mi-chemin entre la veille et le début de somnolence. Et puis, elle commence à présenter des épisodes moteurs, en effet, de balancement assez rythmiques, assez lents, de l'ensemble du corps. Et donc, vous voyez cette, entre guillemets, décharge d'ondes lentes généralisées sur le G qui sont en fait uniquement des artefacts liés à ces mouvements. J'avance un petit peu, ça dure 1 ou 2 minutes. Et ensuite, les mouvements cessent. Évidemment, les artefacts cessent également. Et donc, elle fait plusieurs épisodes au cours de la nuit. Donc ça, c'est tout à fait typique des mouvements rythmiques du sommeil, qui sont des manifestations bénignes, absolument pas épileptiques, je vous ai mis, qui ont plusieurs... dans la littérature anglophone, qui sont appelées de différentes façons, mais ça renvoie à ce que nous, en français, on appelle les rythmies du sommeil. Et donc, ils sont une fois de plus des manifestations bénignes, qui sont franchement rares chez l'adulte, qu'on voit plutôt que chez les enfants, et qui sont en tout cas pas du tout épileptiques, parce que c'était la suspicion initiale chez cette patiente-là. À nouveau, diagnostic différentiel sur ce qui se passe pendant la nuit, donc parasomnie versus épilepsie. Donc là, une patiente qui a de façon connue des parasomnies de sommeil non profond, et depuis 2 ans, ça se modifie un petit peu. Elle a eu un instrument polysomnographique sur lequel il y avait des doutes sur des pointes, un EEG, des petites choses pas très spécifiques, antérieure gauche, une IRM normale. Donc elle a 3 jours d'enregistrement longue durée. Sur l'instrument de veille normal, pas de figure intercritique. Le sommeil, à nouveau, pas de figure intercritique. Et on enregistre des événements cliniques. Donc, je vous mets un exemple. Donc là, la personne est en sommeil lent profond. C'est son premier cycle de sommeil. Et donc, alors qu'elle dort en N3, elle a une réaction d'éveil brutale. Elle enlève la couette. Elle a l'air un petit peu confuse. Elle regarde ce qui se passe autour d'elle. Elle s'assoit au bord de son lit. Elle explore un peu son environnement. Elle manipule un peu sa machine de PPC, et vous avez le G concomitant qui retrouve à nouveau une activité de veille strictement normale. Donc, c'est des événements tout à fait évocateurs d'éveil confusionnel. Dans le cadre de parasomnie de sommeil non profond, on en a fait plusieurs sur les 3 nuits d'enregistrement. Donc, ça permet de répondre aux prescripteurs. En tout cas, sur ces 3 nuits d'enregistrement, il n'y a pas d'argument pour évoquer autre chose que des parasomnies de sommeil non profond. Et enfin, je termine avec ce patient un peu plus original qui est adressé pour des absences à répétition avec des chutes et des pertes de connaissances quasi quotidiennes. Pendant la veille, pas de figure intercritique, un patient qui, dès qu'il est casqué, somnole très rapidement. Pendant le sommeil, pas de figure intercritique.
Et puis, il avait des horaires de sommeil qui ne sont pas notés là, mais des horaires de sommeil extrêmement anarchiques. Il dormait de façon très brève le jour, la nuit. Et vous voyez sur les vidéos, il dormait également dans des lieux assez improbables. Vous voyez en haut à gauche, là, il est en train de se réveiller sur le sol de sa cuisine. Donc là, il dormait au pied de son lit, soit allongé par terre, soit à genoux, la tête posée sur son lit. Et donc, il n'y a aucune anomalie intercritique. Et donc, je me posais la question sur ces manifestations diurnes qui étaient étiquetées absence ou perte de connaissance. Est-ce que ce n'est pas simplement un patient qui s'endort un peu n'importe où, soit parce qu'il a éventuellement une pathologie du sommeil, soit parce qu'il a une hygiène de sommeil absolument catastrophique et, qui serait à réévaluer avec lui. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu de l'intérêt des enregistrements EEG vidéo longue durée, qui est un examen qui peut vraiment servir à beaucoup de nos patients. Et donc, je laisse la main à Nelly Durand qui va vous présenter la partie plutôt médico-administrative de ces VLD chez Bioserenity. Alors effectivement, donc, moi je vais plutôt vous décrire les coulisses. Qu'est-ce qui se passe derrière les examens EEG longue durée chez Bioserenity. Voici le parcours patient. Je vais détailler chaque étape dans les slides qui viennent. Et ça commence toujours par une prescription médicale. Donc, c'est un patient qui a été reçu par son neurologue. Le neurologue a estimé que cet examen était nécessaire et il lui remet une prescription médicale. Le premier jalon de la prise en charge, c'est le secrétariat médical. C'est vraiment la toute première prise en charge du patient par Bioserenity. Et le secrétariat a vraiment un rôle clé parce qu'il doit s'assurer que le patient soit pleinement impliqué et en confiance pour que le reste du parcours se déroule dans les meilleures conditions possibles. Donc déjà, la première chose, ce sera de s'assurer que le patient soit bien en mesure de mener l'examen à domicile. Est-ce qu'il est en mesure de manipuler le matériel médical, même si c'est assez simple et qu'il est guidé par téléphone. Il y a certains patients qui n'en sont pas forcément capables. Et voilà, est-ce que la personne sera assistée d'un aidant à domicile s'il en a besoin. Donc, si ce n'était pas le cas, à ce moment-là, on va router les patients vers le milieu hospitalier. Assez souvent, le secrétariat a aussi un rôle qui est de rappeler les bénéfices de l'EEG longue durée et pour les patients, parce qu'en fait, les patients reçoivent la prescription. Parfois, le neurologue n'a pas forcément eu le temps d'expliquer pourquoi il prescrivait cet examen. Et quand nous, on explique que l'examen va durer 3 jours, 3 nuits, il y a beaucoup de patients qui tombent des nues, qui sont vraiment surpris par la durée de l'examen. Mais j'ai déjà fait un EEG, c'était rapide, comment ça se fait que là, c'est 3 jours, 3 nuits. Donc, on va expliquer vraiment pourquoi il est nécessaire de faire de la longue durée, voilà, sur 20 minutes. Enfin, le neurologue a estimé qu'on ne voyait pas ce qu'il fallait en 20 minutes, que 3 jours, c'était plus utile dans votre cas. Donc, on va expliquer pourquoi, le sommeil profond. C'est possible que la première nuit, vous ne dormiez pas forcément très bien avec l'équipement sur vous. Si jamais, en bougeant, vous décrochez une languette, à ce moment-là, le tracé ne sera pas interprétable pour la première nuit, mais on est rassuré parce qu'il y a 2 nuits qui suivent. Donc, on essaie vraiment d'expliquer pourquoi c'est important de faire ça sur 3 jours. Et aussi l'importance de la vidéo, parce qu'il y a certains patients qui sont très étonnés de devoir se filmer en continu chez soi. On peut comprendre. Après, on leur explique que non, un neurologue ne va pas passer 72 heures à regarder la vidéo et savoir exactement ce qui se passe chez le patient. Et on leur explique bien, voilà, peut-être que le neurologue verra quelque chose sur le tracé cérébrale et vous n'aurez pas constaté de symptômes particuliers. Et c'est là où la vidéo sera vraiment capitale pour voir comment cet événement se retraduit sur la vidéo. Une fois qu'on leur a bien expliqué pourquoi c'était nécessaire de faire de la longue durée et pourquoi c'était nécessaire de se filmer, le patient sera quand même beaucoup plus enclin à réaliser l'examen comme il faut. Et lorsqu'on ne le fait pas, on se rend compte qu'on peut avoir des patients, par exemple, qui vont filmer le mur, qui ne vont pas forcément faire attention à se filmer parce qu'ils ne savent pas exactement pourquoi c'est nécessaire. Et puis certains patients qui vont dire, bon, ça y est, j'ai fait 10 heures, je retire les équipements, c'est assez long comme ça. Et du coup, qui ne comprennent pas que s'il n'y a pas eu de nuit, de sommeil profond, il n'y aura peut-être pas suffisamment d'éléments sur le tracé pour que l'interprétation soit pertinente. Le secrétariat va aussi expliquer le déroulé de rendez-vous de pause. Donc, on a un technicien qui va venir à votre domicile. Le rendez-vous va durer 1h30. Il faudra que vous soyez dans des conditions de calme. Par exemple, s'il y a des gros chiens dans la pièce, idéalement, il faudrait les isoler. Il faut vraiment que la personne soit disponible parce qu'on lui donne beaucoup d'informations pendant ce rendez-vous d'1h30.
La secrétaire médicale va et aussi expliquer les consignes. Donc, pendant les 3 jours de l'examen, vous ne pourrez pas aller au travail. On va forcément se filmer à son travail, avoir le casque avec un filet sur la tête. C'est pas forcément propice. Donc, voilà, on va privilégier le télétravail si c'est possible. Et sinon, il faudra qu'il demande un arrêt maladie à son médecin ou essayer de caler ça sur le week-end. Donc, le but du secrétariat, c'est toujours aussi de rassurer le patient, de répondre continuellement à ses questions et aussi gérer l'administratif, donc bien avoir la prescription médicale, le courrier du médecin, carte vitale et tout ça. Assez souvent, on se rend compte que plusieurs appels peuvent être nécessaires. Donc, par exemple, les patients qui sont très surpris par la durée et le fait de devoir se filmer, au lieu de tout de suite continuer la discussion, on va leur dire, écoutez, il faut que je regarde mes plannings, je vous rappelle dans 3-4 jours, et comme ça, on calera le rendez-vous. Et du coup, les 3-4 jours permettent aux patients de se faire à l'idée de cet examen. Et quand on les rappelle 3-4 jours après, on sent quand même qu'ils sont, ça y est, ils ont bien compris et ils sont OK pour qu'on cale le rendez-vous. Le secrétariat va aussi, du coup, forcément avoir un rôle à jouer par rapport aux techniciens, puisque c'est le secrétaire qui va caler les rendez-vous chez les patients. Donc, on va essayer d'optimiser les rendez-vous pour que si le technicien se rend à 2 domiciles différents, que ce ne soit pas trop éloigné, s'assurer que le technicien ait toutes les informations dont il a besoin, notamment, par exemple, l'adresse précise du patient, comment trouver le domicile, où se garer. Le secrétariat va aussi beaucoup échanger avec les prescripteurs qui le souhaitent. Donc, on a des prescripteurs qui aiment bien être tenus informés. Donc, on va les contacter. Bonjour docteur, on a bien pris en charge votre patient, on a bien reçu la prescription. Pour information, le rendez-vous a été calé dans 3 semaines, donc vous aurez le compte-rendu dans la foulée. On leur envoie le compte-rendu par mail et aussi on les invite, s'ils le souhaitent, à avoir accès à la plateforme pour aller voir les informations par eux-mêmes. Et pour les interprétateurs, donc c'est également la secrétaire qui va router les interprétations en fonction des plannings des interprétateurs et en fonction si c'est enfants, adultes. Le deuxième jalon de la prise en charge du patient est réalisé par les infirmiers EEG. Donc, c'est vraiment les infirmiers qui vont amener le soin au domicile du patient. La première chose qu'ils vont faire, c'est tout simplement se présenter, leur expliquer comment va se dérouler cette 1h30 de rendez-vous. Ils vont leur présenter le matériel médical, donc la petite caméra qu'on voit sur l'image là, donc comment bien se filmer, il faut toujours que la batterie soit pleine, le neuronaute qu'on attache donc au buste du patient, comme on le voit sur l'image. On va leur expliquer voilà, qu'il y a le bouton patient, on voit bien, il suffit d'appuyer si jamais on ressent un événement particulier des symptômes. Comment enlever les languettes si on a besoin de les enlever pour une raison X ou Y et comment changer les batteries. On va leur expliquer les consignes. Donc voilà, il ne faut pas sortir, on ne fait pas de sport, vous continuez à prendre votre traitement comme d'habitude et vous ne vous lavez pas les cheveux forcément. On vous réalise donc un EEG standard et une fois que tout ça c'est fait, on va lui expliquer comment mettre fin à l'examen quand les 3 jours seront finis. On leur rappelle bien la date et l'heure à laquelle l'examen prendra fin. Et avant que le technicien quitte le domicile, il s'assure que que l'examen soit bien lancé, que tout soit bien fonctionnel, et il lui redonne bien les coordonnées de la surveillance patient. Il va compléter toutes les informations sur la plateforme et faire une transmission à la surveillance patient. Donc maintenant, la prise en charge du patient est réalisée par notre équipe de surveillance patient. Donc, on a vraiment une équipe constituée d'infirmiers EEG. Donc, c'est vraiment des infirmiers qui ont été formés à l'EEG et qui font régulièrement encore des sorties sur le terrain pour faire des pauses VLD. On s'assure qu'ils sortent régulièrement pour toujours avoir ce contact au domicile du patient, pour être toujours à l'aise en fonction des mises à jour de nos systèmes. Et c'est lui, du coup, qui va appeler le patient quotidiennement pour l'aider à changer les batteries, pour lui demander si tout va bien, pour répondre éventuellement à ses questions, pour éventuellement le rassurer, relever les symptômes qu'il aura ressentis. J'ai vu que vous aviez appuyé sur le bouton patient il y a 2 heures. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez ressenti? Comme ça, je l'indique sur le tracé. Quand l'interprétateur ira regarder l'événement, il pourra voir les commentaires qui sont associés. On fait une surveillance proactive des tracés en temps réel. Donc, on est tout le temps en train de surveiller les tracés les uns après les autres. Et dès qu'on constate une déconnexion quelconque, un problème technique quelconque, on va tout de suite appeler le patient pour résoudre le problème dans la foulée.
Donc, ça va être par exemple, je vois que la moitié du tracé est plat, donc c'est que votre languette a dû se décrocher. Est-ce que vous pouvez juste la recrocher? Ah, c'est bon, je vois sur le tracé est bien revenu, merci beaucoup. Est-ce que tout va bien? Voilà. Ou je vois que la vidéo semble éteinte. Est-ce que vous avez bien rebranché la caméra? Donc, on va vraiment suivre en temps réel pour s'assurer que l'examen se passe, qu'on ait vraiment toutes les informations, que ce soit le tracé cérébral ou la vidéo, en temps réel. On a toujours un neurologue d'astreinte au besoin et vraiment cette équipe de surveillance, elle travaille en shift 24/7, donc c'est pas des astreintes, c'est vraiment des personnes qui travaillent de nuit, de jour, le week-end en permanence pour surveiller nos patients en permanence. En parallèle, on a également une équipe de support utilisateur. Donc, c'est une équipe qui est également disponible en 24/7. Pour le coup, eux, c'est plutôt des astreintes la nuit et le week-end. Donc, la semaine, ils vont gérer tout type de demandes. Et la nuit et le week-end, c'est plutôt réservé aux urgences. Mais c'est un support qui est disponible pour tous nos utilisateurs. Donc, par exemple, ça peut être les prescripteurs qui n'arrivent pas à accéder à la plateforme, une secrétaire médicale qui rencontrera un problème aussi d'accès à la plateforme, un technicien EEG, je ne comprends pas, le neuronaute, il ne semble pas se lancer, est-ce que tu peux m'aider? L'interprétateur, j'ai aussi un petit souci sur la plateforme, je n'arrive pas à voir bien la vidéo. Donc, cette équipe de support va faire un suivi de chaque incident et s'assurer qu'il soit bien résolu. Et c'est aussi cette équipe-là qui est en charge de remonter les besoins de terrain auprès de notre R&D. Donc, à savoir que notre R&D chez BioSerenity est 100% française, elle est interne, c'est vraiment des salariés BioSerenity qui travaillent au développement de nos produits et de nos plateformes, et ils sont ici à Paris 13. Donc, ça se prête vraiment à échanger quotidiennement sur les soucis qu'on peut rencontrer, sur les besoins de nouvelles fonctionnalités. Voilà, j'ai vu qui souhaiteraient que cette fonctionnalité soit disponible sur la plateforme. Donc, on va mettre tout ça dans des cahiers des charges pour orienter les besoins de développement en fonction des besoins de nos partenaires. On est aussi en train de travailler à des outils de monitoring afin que, par exemple, si la vidéo se coupe, la caméra s'est éteinte, on ait tout de suite un petit pop-up pour appeler ce patient en priorité. La R&D va aussi nous aider à résoudre les bugs et donc, toutes ces équipes travaillent quotidiennement à l'amélioration continue des dispositifs et de nos plateformes. Donc là, toute l'organisation, je vous ai décrit, qui mobilise quotidiennement une bonne vingtaine de personnes. Vraiment, l'objectif de tous, c'est de s'assurer que l'interprétateur ait toutes les cartes en main pour pouvoir faire une interprétation de qualité. Donc l'interprétateur va recevoir un mail de notification lui informant qu'une VLD a été lancée et qu'il faudra donc l'interpréter par tranche de 24 heures pendant les 3-4 jours qui viennent. Il a accès à un tableau de bord où il voit toutes ces VLD en cours qu'il doit interpréter. Il a accès à la prescription médicale, au contexte clinique, aux commentaires d'enregistrement. Donc il peut voir par exemple tous les commentaires qu'il y a pu avoir, les symptômes décrits par le patient. Et donc, tous les événements signalés par le patient sont à noter sur le tracé pour faciliter la navigation de l'interprétateur. Tous ces services s'articulent autour de notre plateforme qui s'appelle BioSerenity Connect. Dans BioSerenity Connect, chaque patient a son profil. On va mettre toutes les informations dont on dispose. Il n'est pas rare qu'on reçoive des patients à plusieurs reprises qui ont fait leurs EEG standards via nos services et parfois même qui ont fait des examens de polysomnographie dans un de nos centres de sommeil. Donc, c'est vrai que dans BioSerenity, parfois, on peut avoir un historique sur nos patients qui remonte parfois à plusieurs années. On a des échanges d'informations. En fait, toutes les informations sont mises à jour en temps réel. Donc, par exemple, si Geoffroy veut regarder une VLD en cours, il va pouvoir voir les commentaires d'enregistrement, voir que le patient dit se sentir mal et angoissé ou ce genre de choses. Enfin, il pourra vraiment tout voir en temps réel. Donc, comme je disais, il y a des mails automatiques de notification, par exemple, il y a un tracé interprété. Et aussi pour les prescripteurs qui le souhaitent. Donc, ça, vraiment... invite les prescripteurs qui le souhaitent à accéder à la plateforme. Comme ça, si par exemple il y a une crise épileptique pendant la VLD d'un de leurs patients, s'ils souhaitent, ils peuvent aller la visionner facilement en accédant à notre plateforme. Et donc chaque profil utilisateur a des vues différentes. Donc par exemple, une secrétaire médicale n'aura pas forcément la même vue qu'un prescripteur ou qu'un interprétateur. Et comme le disait Geoffroy tout à l'heure, du coup, il faut juste un ordinateur, une connexion Internet. Donc, depuis n'importe quel ordinateur, il faut juste Internet, se loguer, login, mot de passe, et on peut accéder à la plateforme depuis n'importe où. Il n'y a rien à
à enregistrer sur le PC. Il n'y a pas d'accès spécifique à avoir via un VPN ou ce genre de choses. Là, c'est encore plus les coulisses de ce qui se passe sur la VLD. C'est donc juste un petit rappel, BioSerenity, en plus d'avoir la R&D française en France, on a aussi la production de nos dispositifs médicaux qui sont réalisés à Troyes. Donc, on fabrique nos neuronautes, nos iScape dans notre usine à Troyes. Et c'est aussi cette usine qui va nous servir de plateforme logistique pour la VLD. Donc, je vous ai fait un petit schéma à droite. Donc, Troyes va préparer donc, les mallettes qu'on peut voir sur l'image à gauche, va préparer les mallettes VLD, qui sont des mallettes patients. Ils vont les envoyer aux techniciens. Le technicien va faire la pose sur le patient. Une fois que le patient a terminé son examen, il a juste à remettre le matériel dans les trous qu'on voit dans la mallette. Donc, s'il y a un trou vide, c'est que j'ai dû oublier quelque chose, donc je vais chercher chez moi. Ça nous évite d'avoir des parties de dispositifs médicaux qui sont réparties un peu partout en France. Et donc, le patient aura juste à mettre cette mallette dans un carton réutilisable qu'on a mis à sa disposition, où on a déjà mis un bon retour également à disposition sur le carton. Et en fait, il aura juste à aller dans n'importe quel bureau de poste et le colis arrivera à bon port sans problème. Donc, le patient, pour lui, tout est fait pour que ce soit le plus facile possible. Je vais juste à la poste, j'avance aucun frais, j'ai rien de spécial à faire. Voilà, je mets tout dans la valise, je mets tout dans le carton, je vais à la poste et c'est fini. Et ensuite, donc, c'est notre usine à Troyes, notre équipe logistique qui va réceptionner tous les colis, décharger les données, nettoyer le matériel de manière industrielle, recharger toutes les batteries de manière industrielle également. On a des matériaux spéciaux qui nous permettent, par exemple, d'écarter les batteries qui seraient défectueuses. Et c'est aussi à Troyes qu'on a notre équipe de réparation, puisque forcément, c'est eux qui produisent le matériel, c'est eux qui le réparent également. Ce qui nous permet, voilà, si on voit qu'il y a un neuronaute qui rencontre un petit souci, ou si on a un dispositif quelconque qui rencontre le moindre problème, en fait, il peut être réparé directement, testé de nouveau par des équipes vraiment spécialisées avant d'être envoyé sur le terrain. Donc, on est sûr que tout le matériel qui tourne sur le terrain est toujours réparé, toujours à jour. Donc, plus globalement, l'accompagnement BioSerenity, donc en fait, on va compléter le parcours patient. Donc, toutes les étapes que j'ai décrites ici, on va les compléter en fonction des besoins de nos partenaires. Donc, on a certains partenaires qui souhaitent eux-mêmes lancer une activité VLD, qui veulent que ce soit géré par leur secrétaire, c'est leur technicien infirmier EG qui va faire les pauses au domicile du patient, c'est eux qui vont récupérer le matériel après, peut-être que c'est même eux qui vont l'interpréter, donc ça c'est vraiment en fonction des besoins, auquel cas nous on mettra juste à disposition le matériel médical et on fera également la surveillance patient. Donc ça c'est vraiment en fonction des besoins de nos partenaires, on s'adapte toujours, on complète le parcours patient en fonction de ce que souhaite notre partenaire. On a un chef de projet dédié, donc, qui va accompagner tous nos partenaires lors de lancement d'activités. On a des programmes de formation pour tous les types de profils utilisateurs, donc par exemple une formation secrétariat, une formation technicien EG, une formation prescripteur, donc on a vraiment plein de programmes de formation. On va toujours accompagner nos partenaires, donc par exemple lors des premiers appels patients, pour les premières prises de rendez-vous, on va les accompagner lors des premières pauses de VLD. On va mettre à disposition des mails types, par exemple, qui récapitulent le déroulé du rendez-vous, toutes les consignes. Il y a vraiment beaucoup d'informations qu'on donne aux patients. Donc, c'est très important de les réécrire ensuite pour que le patient puisse le relire à tête reposée après le coup de fil. On met à disposition des flyers et documentations patients. On a des réunions téléphoniques hebdomadaires de suivi qui, petit à petit, vont s'espacer en fonction des besoins de nos partenaires. Et bien sûr, encore une fois, tous nos patients ont accès à la surveillance patient et tous nos utilisateurs, tous nos partenaires ont accès à un support en 24/7. Je ne sais pas s'il y avait des questions, du coup. Alors, combien coûte cet examen? Pour le patient, il est pris en charge par la sécurité sociale. Et il y a un reste à charge qui est en général pris par la mutuelle. Il me semble que les patients qui n'ont pas de mutuelle payent, je vous dis ça, le dernier patient que j'ai eu le cas, c'était 24 € par jour. Donc, comment gérez-vous dans les villes de moyenne taille pour avoir un technicien sur place? Donc, on a certains techniciens en fait qui tournent. Donc, par exemple, comme je vous disais, on a l'équipe de surveillance patient. Donc, c'est des personnes qui travaillent de chez eux, qui surveillent les patients. Et donc, potentiellement, eux vont pouvoir, comme on a dit, il faut qu'ils aillent sur le terrain régulièrement pour faire des pauses de vie. De temps en temps, en fait, on va cibler dans la recherche de ces profils-là des zones géographiques où on n'a pas de technicien. Comme ça, quand il y a des EEG sur ces zones-là, on va faire sortir le technicien de surveillance pour aller faire des pauses VLD sur cette zone-là.
Après, c'est évident qu'on ne peut pas forcément couvrir toute la France. Donc, il y a des fois où on propose des rendez-vous en cabinet médical et on essaie de trouver un cabinet à juste distance où, en gros, nous, on fait une partie du trajet et le patient fait une partie du trajet également. Alors, est-ce que le coût est calculé et indiqué au patient au préalable de l'enregistrement? De toute façon, en fait, on enregistre chaque patient en lui demandant tous ses documents. Donc, il y a carte vitale, mutuelle, il y a des patients en ALD, il y a des patients qui ont la CMU. Et donc, dès qu'il y a le moindre doute sur la prise en charge, on fait tout de suite un devis. Donc, comme ça, le patient peut connaître le montant de l'examen et s'il a un reste à charge. Il y a d'autres questions? Ah, comment prendre un rendez-vous plus spécifique pour discuter des besoins d'un centre? Donc, vous pouvez, en fait, tout le monde a une adresse mail qui s'appelle rdv-du6vld@bioserenity avec un y.com. Donc, voilà, le prescripteur, soit il prescrive l'examen et il donne cette adresse mail au patient, soit il nous écrive directement en nous mettant la prescription dans le mail. Et donc, nous, avec les coordonnées du patient, on reprend contact avec le patient. Voilà, après, il y a un numéro de téléphone. Vous pouvez composer le numéro de téléphone unique de BioSerenity. Je pense qu'on le remettra ici. Ouais, on va vous l'écrire. Et quand vous composez le numéro BioSerenity, il suffit de taper le 1221 pour tomber sur notre secrétariat. Donc là, vous avez vraiment les secrétaires médicales de la VLD. Voilà, on a mis l'adresse mail. Et quels sont les délais moyens de pause après la prescription? Donc là, on essaye vraiment d'augmenter le nombre de rendez-vous. Ça dépend des zones géographiques. S'il y a certaines zones, on est à peu près sur un mois d'attente. Mais sur certaines zones comme l'Île-de-France, en ce moment, on est plutôt sur du 2 semaines. Donc, on est vraiment sur une prise en charge rapide des patients. Après, il faut aussi que le patient soit disponible, parce que, encore une fois, ça le force, lui, à rester à domicile pendant 3-4 jours. Donc, ils ont parfois des rendez-vous médicaux ou des obligations professionnelles. Mais en général, on arrive à caler des VLD en ce moment sous 2 semaines, 2-3 semaines. Pas d'autres questions? Très bien. Bah, écoutez, merci à tous. Merci à tous. Merci Nelly, merci Geoffroy. Bonne soirée avec BioSerenity et puis à une prochaine. À la prochaine. Au revoir.